Ce soir, ce sera la troisième fois que nous abordons le phénomène des mototaxis en Haïti. On vous avait demandé de nous envoyer des suggestions, nous en avons reçu, pas beaucoup. Et après, nous allons vous faire part de ce à quoi nous avons pensé. Il y a une des deux qui va nous emmener dans la stratosphère et l'autre qui va rester sur le plancher des vaches. Parmi les propositions, il y a une chose qui revient en permanence, c'est il faut recenser le nombre des motos et réglementer leurs courses. Bon, très bien. Je crois que tout le monde est d'accord sur ça. Donc là, on va aller pour la troisième et dernière fois sur cette question avec toujours William Savary, économiste et président fondateur de Haiti Stock Exchange. Bonsoir William Savary. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Voilà, donc je viens de le dire, les réponses que nous avons reçues ne sont pas très nombreuses et disent toutes à peu près la même chose, recenser, recenser, recenser. Très bien. Donc nous y avons réfléchi aussi de notre côté. Vous avez un plan absolument sublime pour régler cette question. Tout en l'admirant, moi j'ai le sentiment qu'on est un peu dans le rêve, mais je vous passe la parole. Comment est-ce que vous voyez la question? Alors il faut dire au prime abord que après avoir vécu 40 ans à l'extérieur d'Haïti, quand je suis revenu, je me suis intéressé aux affaires du pays et m'intéressé à comprendre comment fonctionne l'économie du pays. Donc j'ai travaillé dans les LACOU, j'ai visité les marchés, j'ai fait des études sur les machines de manger cuites, j'ai les institutions, les manufactures, les parcs industriels. Donc je me suis un petit peu mis à la disposition du pays pour essayer de comprendre et d'apprendre. C'est ça. Donc, ce que j'ai à offrir, c'est en fonction de l'expérience que j'ai pu acquérir dans mes contacts avec les gens, leur parler, etc. Et des rêves que vous avez caressés. Non, des rêves, parce qu'en fait, il y a une chose qui m'agace, c'est qu'il y en a, aujourd'hui, je constate que la majeure partie des gens parlent et ne font que de la médisance de la République d'Haïti. Les gens n'ont absolument rien de bon à dire, c'est pas possible. Et je pense que c'est comme si les gens avaient été payés pour dire du mal du pays. Et ça, je tolère ça très mal. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien dans le pays. Bien sûr, il y a des trucs qui ont besoin d'être améliorés, on le constate. Il y a surtout beaucoup de potentiel. Beaucoup de potentiel. Potentiel non exploité. Non exploité. Maintenant, en ce qui concerne notre sujet, nous avons constaté la dernière fois, ou plutôt nous avons élucidé le potentiel et les inconvénients du business de mototaxi. C'est ça. Bénédiction d'un côté, cauchemar de l'autre. Cauchemar de l'autre. Et on a évoqué, on a fait le point, et je pense qu'on a eu, d'après les réactions que nous avons eues, donc on sait que les gens ont apprécié et ont compris. Donc pas la peine de retourner là-dessus, mais on va directement là où on pense. En prenant compte de ce qui existe, de l'existant. Je pense ça fait partie de nos politiques publiques. Que je pense que l'on pourrait, après un recensement des motos, et à travers le pays. Dont on sait que c'est à peu près 100 000. 100 000, probablement 110 000 aujourd'hui. 100 000 et des poussières. On devrait procéder par une stratégie de substitution des motos à carburant à des motos électriques. Voilà. Ça est la première chose. La première chose, cette décision une fois prise, on est déjà favorable au taux de change parce que ça fait 40 millions de dollars qui ne seront pas consommés dans le pétrole parce que la consommation des motos dans le pays s'élève à 40 millions de dollars là. C'est ça. Les motos consomment 40 millions de dollars de carburant par an. OK, d'accord. Maintenant, la première activité, c'est qu'on commence à importer en Haïti des motos électriques. Qui sont à peu près au même prix que les motos normales. Absolument. Maintenant, pour avoir des motos électriques, ils n'ont pas besoin de carburant, mais ils ont besoin de stations de recharge. Absolument. Okay? Donc, les stations de recharge, les fonds qui seront économisés, les 40 millions qui seront économisés à cause de la réduction de la consommation, pourraient être utilisés pour la construction
de stations de recharge équipées de bornes de recharge. À travers le pays. Maintenant, vu que 100 000 motos, ça vous donne à peu près, si on met 50 stations par station, 50 motos par station, ça vous fait 2000 stations à travers le pays. Pour l'ensemble du pays. Pour l'ensemble du pays. D'accord. Donc 2000 stations, le coût par station serait à peu près 25 à 30 000 $. OK? Ça inclut les bornes et les câbles, et donc c'est par station. Donc les 40 millions de dollars qu'on aurait économisés pourraient servir à l'usage, à la construction de ces stations. Très bien. Maintenant, la deuxième chose, c'est que les stations peuvent ne pas être la propriété de l'État. Parce que ces stations peuvent être des opportunités d'affaires qui seraient offertes à la classe moyenne ou aux investisseurs pour que les gens puissent être propriétaires d'une station de recharge de moto. Maintenant, à l'intérieur de ces stations, qu'est-ce qu'on a? On a ces stations qui deviennent des points d'attraction. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut utiliser la moto, il y a un point sécuritaire où la personne peut aller prendre la moto et aller vers son chemin. Parce que la majeure partie des gens qui s'en servent de la moto, ce sont des gens, avec les stations de moto se trouvent à proximité de fin de trajet des camionnettes. Donc on sait déjà où se trouve l'agglomération des passagers. Donc on organise ces points de chute pour les camions les tap-tap et qui deviennent des points d'approvisionnement pour les motos. Parce que c'est à partir de ces points-là que les motos... Surtout. accompagnent les passagers là où à leur destination finale. Oui, parce que finalement, moi, ce que je vois dans la rue, quand je circule dans les rues de Port-au-Prince, c'est que quelqu'un voit une moto passer sans passager, pas plier l'île, moto à une branlée. Comme pour les tap-tap, d'ailleurs. Oui, bien sûr, ça peut se faire. Mais au moins, la majeure partie des gens qui s'en servent des motos sont à partir des stations, des points de chute, des tap-tap. Donc, ça pourrait nous permettre, d'une part, en le faisant, transformer les motos du pays, le cheptel des motos, nous permettre de recenser non seulement les motos, mais les motocyclistes, les chauffeurs de moto, et pour en profiter pour les former, les professionnaliser. À partir de là, je pense que nous serons tous gagnants. Sans compter que en faisant cela, on lutte encore contre le réchauffement climatique. Oui. Bon, maintenant, quelque chose de très important, parce que nous avons parlé au cours de nos dans l'une de nos interventions, de l'amortissement des coûts de l'acquisition de la moto. On avait dit à peu près 3 ans. À peu près 3 ans, donc ce qui veut dire une épargne de $100, 100 gouttes par jour, qui leur permettrait... Doit permettre, au bout de 3 ans, de pouvoir remplacer la moto. Maintenant, lorsqu'on les aurait organisés, les professionnalisés, on les aurait demandé de déposer 200 gouttes. Et 200 gouttes, à la fin de la période de la moto, cette personne aurait accumulé à peu près 1 million de gouttes d'épargne. Donc, vraiment, c'est une réorganisation et une façon de redéployer les ressources, parce que les ressources sont déjà utilisées. Donc, c'est comment les redéployer de façon à optimiser le résultat qu'on obtiendrait. Très bien, William. Bon, comme je vous dis, c'est magnifique et si ça pouvait se faire rapidement, ce serait bien. Des motos électriques qui ne polluent pas, qui ne font pas de bruit en plus. Parce que la moto électrique, comme le moteur électrique, est pratiquement silencieux. Ça aide à lutter contre le réchauffement climatique, ça organise les choses, des parcs, sécurité. Bon, belle bagaille. Bon, je ne suis pas sûr qu'Haïti soit prêt pour ça, mais je souhaite que très rapidement on arrive à ce genre de solution. Bon. D'autant plus que financièrement c'est intéressant. Oui, bon, écoutez, je pense qu'en Haïti nous sommes prêts pour beaucoup plus de choses que l'on admet. Parce qu'en fait, en dernier lieu, c'est quoi? C'est le leadership qui amène les gens au bon port. Si le leadership politique, si le leadership économique
est au rendez-vous. Je pense que on peut faire beaucoup de choses en Haïti. J'ai travaillé au Rwanda après le génocide. J'ai vu la transformation de l'Ouganda. Ah oui, d'accord. Et, oui, mais enfin, il y a un monsieur qui s'appelle Paul Kagame, qui sait ce qu'il veut, qui aime son pays et qui est prêt à le sortir de la mouise où il se trouvait. La Jamaïque à une époque était était aussi mal que Haïti. Sous l'époque de Mandé 1. Bien sûr, c'était bien pire. Il y a plein d'exemples de pays qui ont atteint le seuil où nous sommes et qui sont remontés. Donc, vraiment, c'est le leadership, c'est le vacuum du leadership qu'il faut adresser. Très bien, très bien. Bon, moi, je vais rajouter 2 mots sur la question, des choses pied-à-terre, vraiment, sur le plancher des vaches. Bon, ce phénomène, comme je l'ai dit et répété, c'est une bénédiction pour une grande partie de la population. C'est un cauchemar pour le reste, que ce soit les piétons, parce qu'il y a des accidents de moto avec des piétons, mais c'est un cauchemar surtout pour les automobilistes, parce que ces chauffeurs de moto, ce sont des jeunes casse-cou qui font des choses absolument insensées, incroyables, et sur la chaussée. Donc, nous avons rappelé également que on ne fait pas fortune en investissement dans un moto-taxi. On s'en sort, ça aide à vivre, à survivre au jour le jour, mais ce n'est pas un moyen de faire fortune. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait commencer par faire, là, dès demain matin? Dès demain matin, d'abord faire un recensement réel, précis. Nous avons parlé de 110 000 motos. C'est à l'État de faire ce recensement. Ensuite, imposer un certain nombre de règles de base. Ces règles de base consistent évidemment à exiger le port du casque, non seulement pour le chauffeur, mais pour le passager également. Limiter le nombre de gens sur une moto à 2 personnes. Tout à l'heure, en venant à Métropole, j'ai encore croisé une moto où il y avait 4 personnes dessus. Il y avait le chauffeur, un adulte complètement à l'arrière, et entre le chauffeur et l'adulte, deux jeunes enfants pris en sandwich. Bon, si cette moto a un accident, c'est terrible. Bon. Maintenant, il faut surtout faire respecter, parce que ces règles ont été adoptées à Pétionville. Je me souviens à une époque où le maire de Pétionville avait exigé que chaque moto ait un jacket, un numéro d'immatriculation, que le port du casque et ceci. Bon, ça a duré 3 jours, et puis comme toutes les bonnes intentions, elles sont tombées dans la rigole. Là, il faudrait le faire respecter parce qu'il y va de la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de gens, voyez les hôpitaux, les opérations qui sont faites sont en grande majorité des opérations qui sont suite à des accidents de moto et c'est insupportable. Et surtout, la première règle à rappeler et à faire apprendre et à ces gens-là, c'est les motocyclistes ou les motos sont assujettis aux mêmes règles que les voitures. Bon, mais ça signifie qu'il faudrait d'abord organiser un permis de conduire sérieux. Il faut les former, parce qu'en fait... Faire passer un permis de conduire, un permis sérieux. Parce que vous savez que je peux sortir et vous rapporter un permis de conduire demain matin. Bon, comme ça, pour les voitures. Pour les motos, il faudrait organiser des cours de connaissance, d'apprentissage du code et des cours de conduite. Parce que moi, je vois des casse-cous la plupart du temps. On ne peut jamais imposer l'application des règles sans mesures contraignantes. Mais c'est une évidence. Donc, il faudrait... Les gens doivent comprendre les contraintes et les coûts des contraintes. Donc, sans ça, c'est difficile de concevoir les gens. C'est le rôle de la police. Ouais. Mais vous comme moi, on est témoins tous les jours de policiers qui soit font la circulation, soit sont là à côté, qui voient des choses épouvantables se faire devant eux et qui ferment les yeux. Bon, écoute, je pense comprendre la situation des gens qui ferment les yeux. Parce qu'en fait, la précarité dans le pays est telle que
les gens laissent passer n'importe quoi parce qu'ils vous disent « Ah, quittez peuple en débrouillel ». Ouais. Et ça, c'est du populisme. Oui, Et c'est du populisme, c'est de la folie, parce que dans ce cas-là, on s'en sortira jamais. On s'en sort jamais tant qu'on n'a pas le leadership qu'il faut pour remettre les pendules à l'heure. Absolument, absolument. Bien sûr. Bon. Eh bien, William, nous allons clore ce chapitre. Absolument. On trouvera d'autres sujets intéressants à aborder avec vous et pour vous. Les retours sont très bons sur ce genre d'émission. Eh bien, merci William Savary. Merci pour votre rêve que vous nous avez fait partager. Et puis, bon week-end et à mardi. À mardi. Voilà, c'était le 3e et dernier volet de nos prestations sur le phénomène moto.